quatrième webinaire donc, du GP67, donc administrateur et gouvernance. Alors, je voudrais peut-être faire, avant de présenter Marouane Laoud, que bien entendu tout le monde connaît, faire quelques remerciements et puis essayer de voir si on peut avoir des nouvelles. Donc d'abord, un merci à Christian Cornille, notre camarade président de Mecachrome, qui a facilité la mise en relation donc, avec Marouane Laoud et je l'en remercie. Je lui ai envoyé un SMS pour savoir s'il serait là ce soir. Il n'est pas disponible. Je voudrais envoyer une salutation à notre camarade Éric Zanin, qui est membre du conseil d'administration d'Ace Capital Partner et qui s'est fait opérer récemment. De Mecachrome. De Mecachrome, pardon. Je demande pardon. Et voilà. Et donc, il sourit. Et donc, advisor chez ACE Capital Partner. Ace. Voilà. C'était simplement pour m'assurer que tu étais en pleine forme, parce que quelqu'un m'a demandé, a posé la question la semaine dernière. Ça va mieux. Bon. Et puis, donc, je voudrais enfin remercier Jean Fournier, donc, qui est l'actuel trésorier de notre société d'anciens élèves et qui est anciennement donc, président de tous les groupes professionnels. Voilà. Alors, donc, on a l'immense plaisir et l'honneur de recevoir Marouane Laoud. Donc, merci Marouane Laoud. Alors, il y a plusieurs façons de présenter. J'en ai retenu quelques-unes. Vous me permettrez, je vais faire concis, malgré le fait qu'il y ait plein de choses à dire. D'abord, je vais rappeler donc, que c'est un ex-super-héros qui a passé 10 ans dans le secteur de la défense, 20 ans chez Airbus, en particulier comme directeur général stratégie du groupe, et qui a rejoint donc, depuis 2017 donc, le secteur de l'investissement comme président d'Ace Capital Partners. Ensuite, je peux le faire aussi en indiquant que c'est sa connaissance intime du secteur de l'aéronautique qui a conduit l'État et les grands acteurs industriels à lui confier, au travers d'Ace Capital Partners, la lourde tâche de piloter le soutien, le développement et la consolidation d'écosystèmes de la construction aéronautique. Donc, dans la période qui vient de s'écouler, c'est vrai que les journaux font régulièrement état de transactions et d'opérations au cœur desquelles se trouve le fonds. En précisant ensuite que c'est un passionné du secteur, il m'en a donné la preuve l'autre jour quand il m'a expliqué qu'il avait repris donc, le Solar Impulse donc pour le transformer donc, en drone. Et là, je dois reconnaître que j'ignorais cette information. C'est vrai que c'est tout à fait intéressant. Et en soulignant enfin, et ça nous rapproche de notre objet, donc de l'objet de ce groupe professionnel, donc il siège et a siégé à de très nombreux conseils d'administration d'entreprises de toutes sortes, aussi bien de grands groupes comme des entreprises plus récentes et des startups. Alors j'ajoute pour terminer que Marouane Laoud est l'actuel président de l'Amicale de l'X et que je lui ai proposé de voir comment donc, notre groupe professionnel administrateur et gouvernance pouvait, le cas échéant, coopérer avec notre confrère polytechnicien. Voilà. Alors, venons-en un petit peu au thème de ce soir. Donc, lorsque je vous avais indiqué que je souhaitais traiter le sujet de l'approche de la gouvernance dans le cadre de filières industrielles, nous avions imaginé que la filière aéro était, compte tenu de sa structure et de la crise et des évolutions en cours, un bon modèle à essayer de comprendre. À partir de là, nous sommes convenus donc, avec Marouane Laoud donc, et au regard de son expérience, qu'il pourrait aborder tout d'abord le sujet de la gouvernance de la filière aéro avant d'élargir la générale de la gouvernance des plus grands groupes aux startups. Vous aurez naturellement tout loisir de poser des questions à l'issue de son intervention, à la fois sur le chat ou à l'oral là-dessus. On fera ça très, très simplement, comme on le fait à l'accoutumée. Marouane Laoud, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de parler devant vous ce soir d'un sujet qui en effet me passionne. En fait, c'est avant tout une affaire une histoire d'amour. J'ai pris ma décision de faire de l'aéronautique le jour où, par hasard, j'étais avec des copains en train de faire la fête du côté de Istres. Et c'était le premier vol du Rafale A, l'avion bleu, blanc, rouge, qui aujourd'hui est au musée de l'air. Et c'était tellement incroyable, tellement formidable, j'ai dit, je veux faire ça. Et bon, j'ai eu la chance de vivre dans cette industrie, d'arriver dans cette industrie à une époque où se lançait un paquet de programmes.
de 320 pour commencer par quelque chose qui est dans la maison que j'ai eu l'honneur de servir. Ariane, 5. Il y avait la navette Hermès, la station Columbus. Il y a des projets qui n'ont pas abouti, mais quand il y a des projets, pour un jeune ingénieur, c'est formidable. C'est l'aventure, quoi. C'est le rêve. C'est le Far West dans le sens aventure et pas dans le sens n'importe quoi. J'ai fait une carrière en 2 morceaux, comme vous l'avez rappelé. D'abord au sein de l'État et ensuite au sein de l'entreprise privée. Au sein de l'État, j'étais ingénieur d'essai, donc je faisais un boulot technique au sein de l'État et pas un boulot de rond de cuir. Hein. Je faisais voler des choses et j'ai eu la chance là aussi de commencer comme ingénieur avec un fer à souder à la main et pas faisant des fiches pour des chefs qui les transmettaient à d'autres chefs, ce qui est un peu le problème de ce qui se passe au sein de l'État. Et pour venir à la question gouvernance, j'ai connu une période formidable puisque au cours de mon passage, mon arrivée à l'aérospatiale en 98 et mon départ de ce qui est son lointain successeur, le groupe Airbus, en 2017, j'ai connu des changements extrêmement radicaux. On est passé d'une entreprise qui était détenue à 100% par l'État, en quelque sorte. Il y avait un sous-chef de bureau au Trésor qui parlait au directeur financier, un chef de bureau au Trésor qui parlait au PDG, et le conseil d'administration était finalement l'objet de tractations infinies et d'arbitrage interministériel. Et j'ai quitté un groupe Airbus qui est, je crois, benchmark en matière de gouvernance, puisqu'il a un conseil d'administration international constitué uniquement d'administrateurs indépendants, avec un flottant, 100% du capital est flottant, même s'il y a encore des États qui détiennent des titres, ils n'ont aucune obligation de détention, ils peuvent acheter, vendre comme tout le monde, et avec une entreprise qui est non seulement benchmark en matière de gouvernance au niveau de son conseil d'administration, mais au niveau de sa direction générale. Elle n'a rien à envier à la plus moderne des entreprises mondiales. C'est une entreprise française qui a une empreinte globale. J'insiste sur cet aspect-là des choses. L'empreinte globale est importante, mais la racine française est encore plus importante. Je le dis d'autant plus que mes petits camarades de jeu qui étaient de toute nationalité, en privé, partageaient ce sentiment. Ce n'est pas pour rien que Tom Enders, quand il est nommé CEO de ADS, la première décision qu'il prend, c'est de dire « mon siège est à Toulouse ». Alors, Eric Zanin ne m'a pas repris parce que si j'ai dit une entreprise française, il aurait pu dire non, c'est une entreprise toulousaine avec une empreinte globale. Une entreprise européenne, pour que le siège est à Toulouse. Bon, c'est très important cet aspect-là, c'est de dire on est capable d'être ultra moderne en matière de gouvernance, on peut être un modèle, un benchmark en matière de gouvernance, tout en étant une entreprise multilocale, en approchant avec le droit local, etc., etc. Ça, c'est très important. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de cette gouvernance? C'est à l'évidence une organisation business qui se rapproche le plus possible de l'organisation juridique. Ça, c'est un point clé. C'est un point clé. Il n'y a rien de pire qu'une organisation divisionnelle ou une organisation de branche qui ne passe pas par les structures juridiques, parce que c'est un nid à emmerde, pardonnez mon français, infini.
La deuxième caractéristique, c'est le meilleur pour le poste. Alors oui, je sais, il y a des histoires de nationalité, il y a des gens qui comptent combien il y a d'ingénieurs, combien il y a de cadres level 3 dans telle usine par rapport à telle autre usine. Mais ce qui doit motiver la direction générale, c'est avant tout la meilleure personne pour le poste. La meilleure personne pour le poste. Personne n'a le monopole de l'intelligence, donc il faut aller chercher les meilleurs là où ils sont. Et puis la troisième caractéristique de la gouvernance d'un grand groupe comme le groupe Airbus, c'est le fait qu'il y a une interaction permanente avec les États, non pas comme actionnaires, puisque ça n'a aucun sens, mais avec les États comme régulateurs, comme clients, comme dépositaires de l'autorité publique. Quand on est un groupe comme Airbus, on devient systémique, à la fois sur le plan économique, mais aussi systémique en tant qu'employeur et en tant qu'acteur de la vie économique et tout simplement de la vie publique des pays dans lesquels on se trouve. Je donnerai une illustration simple. Quand on dit qu'Airbus couvre ses risques de change, on se dit oui, d'accord, ça consiste à acheter des dollars et puis à avoir des dollars en réserve. La dernière fois que j'ai regardé ce que ça voulait dire, Airbus avait 150 milliards de dollars dans son carnet de couverture. Quand vous avez 150 milliards de dollars dans votre carnet de couverture, vous êtes plus systémique sur le dollar qu'à peu près n'importe quelle banque du glacis européen. Donc, vous ne pouvez pas jouer, quand vous êtes dans un groupe comme Airbus, vous devez être conscient du rôle systémique que vous jouez. Vous plantez toute l'économie. Si vous réussissez, vous tirez un peu l'économie. Donc ça, c'est très important. À l'extrême bout du spectre, vous avez rappelé que j'ai fait l'acquisition auprès de Bertrand Piccard et André Borschberg de leurs avions Solar Impulse. Alors, je leur ai laissé la marque. Donc, la marque ne m'appartient pas. C'est la dernière fois que je dirai le mot Solar Impulse. À partir de maintenant, je parlerai de Skydweller. On a rebaptisé l'avion Skydweller. Et je leur ai acheté non seulement les avions, mais je leur ai également acheté les dessins, la propriété intellectuelle, enfin tout ce qu'il faut pour faire voler et tout ce qu'il faut pour certifier surtout. Et nous sommes en train de transformer avec une bande de copains, finalement, cet avion qui portait un passager qui a fait des vols de plus de 5 jours d'affilée au-dessus du Pacifique. On est en train de le transformer en drone. Le fait de le transformer en drone, ça nous permet d'avoir 400 kg de charge utile. Donc, on peut y mettre ce qu'on veut, des caméras, des relais de télécom, ou tout ce que voudrait un client, parce que finalement, le business model, c'est nous, on vend ou on loue l'avion vide, et le client, il y met ce qu'il veut comme charge utile. Et le fait d'enlever l'homme nous permet de voler quand on est entre moins 30 et plus 30 de latitude, donc autour de l'équateur, disons, on peut voler 365 jours sans se poser. Finalement, la limitation, c'est la maintenance des équipements qu'on met à bord. Si on met une caméra qu'il faut maintenir tous les 200 jours, il faudra se poser tous les 200 jours. Eh bien, c'est une aventure qui s'est commencée à 5. On est 5 potes de toute nationalité. Il y a un autre Français, un Américain, un Canado-Américain et un Suisse, et puis moi. Et nous avons démarré comme ça. Nous avons été lever de l'argent auprès de familles, d'investisseurs. Et aujourd'hui, nous avons un peu plus de 90 salariés. Nous sommes installés en Espagne. Alors, pourquoi en Espagne? Parce qu'on a dit, voilà, de la même manière qu'il faut le meilleur pour le poste, il faut la meilleure localisation pour le job. Et la meilleure localisation pour le job, c'est un compromis entre la qualité des ingénieurs et le coût du travail, la météo et le régulateur pour voler, parce qu'il faut voler. Et puis, comme on envisage des applications militaires de ce que nous faisons, il faut aussi une réglementation d'exportation du matériel de guerre qui soit
suffisamment sérieuse pour être prise au sérieux et en même temps suffisamment flexible pour pas que ce soit non, 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 ou plutôt je devrais dire 999 en permanence. Donc on est installé du côté de Tolède. On a, la Castille nous a prêté un aéroport pendant 10 ans et donc on essaye de faire voler. Alors je raconte ça pour donner un peu le contexte. Finalement, la gouvernance d'une société comme ça, il y a des points communs, il y a des similarités. Il faut que l'organisation soit claire, il faut que les objectifs soient clairs, mais en même temps, c'est un peu c'est ce qui se passe dans les petites structures. Dans les petites structures, il faut être capable d'être polyvalent. On ne peut pas, à chaque fois qu'il y a une fonction, dire on va embaucher quelqu'un. Et le résultat fait que nous sommes tous un peu impliqués dans à peu près tout. Et on a un conseil d'administration. On est allé chercher un vieux sage qui est Daniel Bernard, l'ancien patron de Carrefour, qui n'a donc rien à voir avec l'aéronautique, qui est avec nous. Il a mis de l'argent avec nous. Lui, il n'est pas exécutif, il n'est pas opérationnel, mais sa sagesse tempère un peu l'ardeur des jeunes vieux start-upers que nous sommes, puisque nous avons tous plus de 50 ans, là, les cinq dont on a parlé. Dans mon activité chez ACE, et là ça m'amène à en parler aussi, nous avons le fonds Aéro dont on va parler de manière assez détaillée dans quelques minutes, mais nous avons aussi des investissements dans des startups cyber. Et je dois dire, je suis assez heureux d'avoir lancé cette opération Skydweller avant de rejoindre Ace Capital Partners, parce que ça me donne une idée différente de ce qu'est la gouvernance des startups. Ça me permet d'être beaucoup plus pertinent quand j'interagis avec des start-upers, même s'ils sont dans un domaine très différent que celui de l'aéronautique et celui de la cyber. Voilà ce que je voulais dire en introduction sur les affaires de gouvernance. Je ne sais pas comment vous souhaitez qu'on procède. Est-ce qu'on passe au thème aéronautique, recovery, enfin récupération du secteur, et puis ce qui se passe dans la supply chain, ou est-ce que vous voulez qu'on prenne des questions à ce stade? C'est à vous. Moi, ce que j'aimerais bien, peut-être, c'est que vous puissiez nous préciser un peu la façon dont ça se passe effectivement actuellement dans la filière aéro. Alors, je ne me rends pas compte de ce que vous pouvez dire ou pas, et là, bon, voilà quoi. Essayez de comprendre un petit peu les enjeux de cette filière. Alors moi, je vais pousser la question un petit peu plus loin, j'avais prévu de vous la poser à la fin, et de dire, mais au fond, où est-ce qu'on veut faire arriver cette restructuration, ce regroupement? Bon, alors, si vous voulez, avant de répondre tout de suite à la question, il faut qu'on fasse une photo de où en était la filière en 2019. En 2019, tout allait bien. On avait une croissance bon an, mal an de 5% par an du trafic en termes de demande de passagers, de demande de… Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais 5% de croissance, c'est relativement rare dans un secteur manufacturier de l'importance de l'aéronautique. Et puis, on vivait bien, on avait des problèmes locaux, c'est-à-dire que de temps en temps, il y avait une crise. Il y a eu le 11 septembre, on a bien cru que c'était une crise mondiale, elle a été très profonde, 3 mois sans avion, puis c'est reparti. On a eu le SARS en 2003, on a cru que ça allait toucher la planète, finalement c'est resté confiné en Chine. Il y a eu la crise financière qui n'a pas vraiment affecté l'aéronautique parce que de toute façon, les routes étaient devenues assez mondiales et que finalement, ça ne changeait pas grand-chose. On vivait bien. Le seul risque était le risque d'exécution, c'est-à-dire qu'on avait peur à chaque fois on avait des sueurs froides en permanence parce qu'il suffisait qu'il y ait une défaillance chez un sous-traitant, des fois, pour que ça bloque des avions. Eric Zanin se souvient avec moi
d'une histoire de porte de toilette qui a bloqué des livraisons. Et quand vous bloquez une livraison, ben, une porte de toilette, c'est rien du tout. Ça coûte 3 francs 6 sous en comparaison à un avion. Mais vous bloquez une livraison ou 2 livraisons d'avion, c'est 350 millions de dollars, pardon, de swing de cash. Donc, tout peut tomber. Le risque d'exécution était partout, mais on avait, grâce à la qualité des équipes dirigeantes, à leur motivation, à la qualité des ingénieurs, des techniciens, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, bon an, mal an, on tenait cette croissance. On était aux alentours de 58 à 320 par mois, si ma mémoire est bonne, sachant que moi, j'ai connu une époque où on discutait en conseil d'administration. On discutait en conseil d'administration il y a pas tant que ça, et on disait cadence 35, c'est impossible. On était à 59 et on envisageait d'aller à des cadences plus élevées. Et boum, on prend le Covid dans les gencives. Le Covid, c'est quoi? C'est d'un seul coup, tout s'arrête. Tout s'arrête. On ne vole plus. Et puis surtout, c'est tout le système international qui se désorganise. Parce que chacun se replie sur lui-même. Les voyages internationaux, inutile de dire que la première chose qu'on fait, c'est de fermer les frontières. Mais même les voyages à l'intérieur, parce que quand vous confinez les gens, rappelez-vous, enfin, il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un peu plus d'1 an, il n'y avait plus rien. Et la question qui se pose au lendemain du premier confinement, vers le 20-25 mars, parce que bon, il y a eu l'effet de sidération. Pendant 3 jours, on était tous perdus. C'est que va-t-il se passer? Et puis, d'un seul coup, on commence à se souvenir d'un certain nombre de choses. On commence d'abord à se souvenir que finalement, le moyen le plus sûr en matière de transmission virale, le moyen de transport le plus sûr en matière de transmission virale, c'est l'avion. Parce que 2003, le SARS avait amené à modifier complètement tous les systèmes d'aération des avions. D'ailleurs, la statistique aujourd'hui montre qu'il y a eu très peu de contamination dans les avions. Très, très peu de contamination dans les avions. Il n'y a pas de cluster avion comme on craignait. Ensuite, on a un peu plus de recul, on se pose la question de savoir, bon, finalement, le besoin de transport, le besoin de mobilité est un besoin vital pour l'être humain. Donc, on ne va pas désinventer le transport aérien. Effectivement, Greta Thunberg, elle peut expliquer à des Européens, à des Suédois qu'il ne faut pas prendre l'avion. La maire de Poitiers peut expliquer qu'elle veut changer les rêves des enfants, qu'ils arrêtent de rêver d'avion. Mais en Indonésie, allez dire à la jeune Indonésienne qui vient enfin d'accéder à la classe moyenne, écoute, tu ne voleras plus, tu n'iras pas d'une île sur l'autre, ou alors tu y vas à la nage. C'est impossible. Et finalement, ce besoin vital de transport va de nouveau nous amener à réinventer le voyage aérien. C'est ce qu'on pensait en avril. Et moi, dès le mois d'avril 2020, j'étais convaincu, je n'avais pas d'éléments chiffrés, mais j'étais convaincu que le moyen courrier, c'est-à-dire le voyage domestique ou le voyage courte distance, allait repartir assez naturellement dès qu'on aurait compris un tout petit peu mieux comment maîtriser la propagation de la pandémie, ce qui est aujourd'hui le cas quand vous regardez le niveau de contamination, etc. On a beaucoup progressé. Et que le voyage long courrier, lui, par contre, il était beaucoup plus sujet à des considérations géopolitiques qui n'ont rien à voir avec la pandémie, en fait. Quand pour un oui, pour un non, Biden en profite pour fermer aux Chinois ou aux Européens en disant c'est la pandémie. Oui, il y a la pandémie sans doute, mais il y a aussi d'autres considérations. Que le voyage long courrier, lui, donc, allait être un tout petit peu plus pénalisé. Alors, une fois qu'on a vu cette vue macroscopique, on peut se poser des questions en disant bon, très bien, qu'est-ce qui va arriver à la supply chain?
qu'est-ce qui va arriver à la supply chain? La supply chain, il faut qu'elle résiste. Et donc, il y a d'abord les mesures d'urgence. Les mesures d'urgence, c'est ce que l'État a fait en termes de PGE, en termes d'APLD. Alors, je prends les noms français pour ces choses-là, mais il y a eu des choses équivalentes partout. Partout. Ça s'est appelé différemment, mais ça s'est fait un peu sur toute la planète, y compris aux US, où il y a eu des mesures de cette nature. Bon, les mesures d'urgence, ok, c'est très bien, ça permet on coupe l'électricité, on coupe la flotte, les gens restent chez eux, c'est pas nous qui les payons, c'est quelqu'un d'autre, le BFR est bas, très bien, on survit. On met en hibernation ou en hivernage pour ceux qui ont des bateaux, on met en hibernation l'industrie. Oui, d'accord, mais ça va repartir. Et ça va repartir, et donc pour ça, il faut être prêt à repartir. Pour ça, il faut donc être capable d'investir chez les acteurs en difficulté, mais dont la difficulté est conjoncturelle et qui ont un rôle clé dans la supply chain. Ça, c'est la partie support, la partie soutien. Et puis, il faut tirer les leçons. Et une des premières leçons qu'on tire de chaque crise, c'est que la supply chain est éclatée. Et à chaque crise, il y a eu un tour de consolidation. Donc, il faut être prêt à stimuler un tour supplémentaire de consolidation. Il n'y a rien à faire, c'est une industrie de volume. Et quand on est gros, on résiste mieux que quand on est petit. Ce n'est pas parce que je pèse plus de 100 kilos que je dis ça, c'est parce que c'est une réalité. C'est une réalité de cette industrie qui, on a beau tourner dans tous les sens, il n'y a aucun échappatoire. Plus on a de capacité, plus on tient face à des secousses. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit être gros. Il faut garder aussi des acteurs de niche spécialisés, mais ceux-là, quand ils sont clés dans la chaîne de valeur, il faut les surveiller comme le lait sur le feu. Et donc, on a identifié l'activité support, l'activité soutien du fonds, et puis l'activité consolidation du fonds. Et donc, c'est comme ça que nous avons lancé ce qui aurait dû s'appeler Aérofund 4 et qui s'appelle aujourd'hui ACE, Aéro Partenaires, les souscripteurs industriels d'Assaut en particulier ayant souhaité un nom français. J'ai donné un nom français. Ils n'ont pas voulu m'écouter parce que je leur ai dit changer le nom des Falcons en Faucon, et à ce moment-là, on en est resté là. Et le fonds aujourd'hui fait quoi? Le fonds, il investit dans des entreprises qui sont importantes et qui sont tombées. Le premier investissement du fonds, c'est une entreprise qui fait du formage à chaud de pièces métalliques, qui est, j'aime pas les superlatifs, on est toujours leader mondial de quelque chose, mais il faut reconnaître que Ariès Alliance, qui est une boîte dans la région nantaise, est quand même un acteur important, un acteur de pointe dans son secteur. Et un acteur important pour toute la chaîne de fournisseurs parce qu'il fait des machines de thermoformage. Donc, ce n'est pas seulement des pièces thermoformées, c'est lui qui fournit tous ceux qui font du thermoformage. Et en fait, Ariès, qui allait très bien en 2018, a fait quelques erreurs, disons, de tactique et stratégique, et puis s'est endetté, et d'un seul coup, arrive le Covid, boum. Et donc, la première acquisition qu'on fait, c'est une acquisition, on fait ça au tribunal de commerce, c'est vraiment à la barre du tribunal que nous sommes allés chercher Ariès. Et aujourd'hui, on est sur une trajectoire. On n'est pas là pour sauver l'insauvable, on est là pour sauver les gens qui sont clés. Et Ariès, nous l'avons estimé, nous l'avons jugé clé avec le soutien de nos souscripteurs du fonds Airbus, Dassault, Safran, qui nous ont confirmé que effectivement Ariès était clé. Et aujourd'hui, Ariès est sur un chemin de recovery, comme on dit en mauvais français, qui est plutôt satisfaisant, qui nous permet d'envisager non seulement de l'avoir soutenu et ramené sur le chemin de la viabilité,
mais carrément d'en faire une plateforme de consolidation, c'est-à-dire de faire grossir pour avoir un acteur qui tient la route. Ou alors d'en faire un jeton dans la consolidation, c'est-à-dire dans un deuxième temps, de céder en tout ou en partie à d'autres acteurs pour créer des acteurs de taille plus importante. Depuis, nous avons évidemment poursuivi nos investissements. Et il faut voir que ACE partait avec un historique. Nous avions une quinzaine de participations aéronautiques. La plus notable d'entre elles, vous l'avez remercié en entrée de notre conférence, étant Mecachrome, que dirige l'ami Christian Corny. Mecachrome, c'est une plateforme de consolidation très importante dans les métiers de l'usinage et des pièces primaires, on va dire. Où est-ce qu'on va? Parce que ça, c'était la question d'origine. Où est-ce qu'on va? Eh bien, ça ne va pas être le Big Bang. Il ne va pas y avoir un fournisseur par type d'activité, ne serait-ce que parce que ce ne serait pas sain du point de vue de la compétitivité de l'ensemble. Mais on va essayer de réduire l'exposition des maîtres d'œuvre, l'exposition directe des maîtres d'œuvre aux sous-traitants. Les chiffres varient, les chiffres sont assez complexes, mais aujourd'hui, si on regarde le nombre de fournisseurs, tout compris de premier rang d'Airbus sur le territoire français, ils sont plus de 11 000. C'est beaucoup. Alors, il y a de tout là-dedans. Il y a fromage, il y a dessert, il y a tout. Donc, le chiffre n'est pas significatif, mais le chiffre est important. Et l'idée, c'est d'essayer de pyramider la chaîne de valeur. Pyramider la chaîne de valeur en maintenant, là où il faut, des niveaux de compétition acceptables pour que la compétitivité ne souffre pas, mais en concentrant chaque fois que l'on peut pour avoir les moyens d'investir, les moyens de co-investir et les moyens de supporter les secousses que ne manquera pas de connaître le secteur dans les années qui viennent. Voilà comment je peux résumer la démarche, mais là aussi, tout à l'heure, au moment des questions, je suis prêt à entrer dans plus de détails. Merci beaucoup. Est-ce que je laisse la parole à ceux qui veulent poser les questions? Alors, je vais peut-être ouvrir le feu. À ce moment-là, on voit bien qu'il y a un rôle de l'administrateur et de l'investisseur dans la protection de la supply chain, c'est ce que vous venez de dire. Il y a un rôle aussi que l'on pressent qui est celui des acheteurs de la filière, parce qu'ils peuvent assez rapidement, par des pratiques un peu dures ou au contraire par des pratiques protectrices, conduire une boîte au tapis ou l'aider à préserver. Quelle est l'interface qui peut exister entre un administrateur, investisseur ou pas, et des acteurs de la filière, notamment dans des achats? Alors, nous avons la chance dans l'aéronautique de vivre d'abord dans l'aéronautique civile, dans un duopole, et de vivre surtout dans une industrie où le compagnonnage est resté très fort. Et on retrouve ce compagnonnage partout. On le retrouve sous des formes différentes, sous des dénominations différentes, qui font que jamais dans cette industrie, les pratiques d'achat agressives qu'on a pu connaître dans d'autres filières, notamment dans l'automobile, jamais ces pratiques n'ont prospéré. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'automobile même, on est revenu de ces pratiques et à défaut de voir les constructeurs eux-mêmes revenir de ces pratiques, c'est les sous-traitants de premier rang qui prospèrent et qui grandissent et qui arrivent à avoir une approche stratégique de leurs achats. Dans l'aéro, l'approche stratégique, elle a toujours plus ou moins existé. Ce que nous essayons de faire, nous, en tant que modestes investisseurs dans la chaîne de valeur, c'est de la structurer. Parmi mes souscripteurs, le fonds, il fait aujourd'hui 750 millions d'euros, il va faire 1 milliard d'ici le mois de juin, puisque nous avons des pistes de souscription. Mais dans les premiers souscripteurs du fonds, il y a la filière, c'est-à-dire Airbus, Dassault, Safran, Thales,
pour un montant de 200 millions d'euros. Il y a mes associés et moi-même qui avons mis 230 millions d'euros, donc Tikeo. Hein. Il y a 200 millions d'euros entre la BPI et l'État, BPI mettant 50 et l'APE, donc l'Agence des participations de l'État, mettant 150. Il y a 100 millions d'euros du Crédit Agricole, puis un petit groupe de petits souscripteurs il faudrait les énumérer, je ne vais pas le faire en entier. Et donc, si vous voulez, on voit bien, c'est un partenariat entre le public et le privé, puisqu'il y a l'État, puis il y a des souscripteurs privés. C'est un partenariat entre les investisseurs institutionnels, donc les financiers, et les investisseurs industriels. Alors, pour aller précisément sur la question, dans les organes de gouvernance du fonds, un fonds, il n'y a qu'un seul, la réglementation française qui est à peu près la réglementation mondiale, c'est qu'un fonds ne peut être gouverné que par son comité d'investissement. Et le comité d'investissement, c'est les investisseurs du fonds. Il n'y a personne qui peut venir me dire il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Ils peuvent me conseiller, mais c'est mes équipes et moi qui devons décider. Et la décision, d'ailleurs, elle est unanime entre les associés du fonds. Aujourd'hui, sur l'aéronautique, on est 5 associés. Okay. Par contre, nous avons mis en place un comité stratégique dans lequel nous avons les 4 industriels de l'aéronautique. Et l'essentiel du débat autour de ce comité stratégique concerne justement l'investissement stratégique et l'achat stratégique. Et donc, au travers de ce forum, c'est là que formellement, c'est là qu'officiellement, nous pouvons interagir en disant « Attendez, là vous êtes trop dur, là on a un problème. » Là. Évidemment, si tout se passait dans les organes de gouvernance, ça serait peu. Il y a énormément d'interactions, j'allais dire informelles. Nous considérons, mon équipe et moi-même, que Ace Capital Partners n'est pas une société de gestion de fonds, mais nous sommes une petite société d'aéronautique. Nous sommes un conglomérat aéronautique et nous essayons de nous comporter comme tel, et en particulier dans notre interaction avec les donneurs d'ordre. Ma foi, ça se passe très bien. Nous avons beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges, et nous arrivons à trouver à la fois des solutions, mais aussi à dresser des feuilles de route de consolidation, mais aussi des feuilles de route d'achat. Merci. Merci beaucoup. Mes chers camarades, la parole est à vous. Allez-y. Oui, bonjour. Pardon. Philippe Grasset, Birria Consulting à Dubaï. Je voudrais revenir sur le rôle de l'administrateur dans le cadre de la protection de la supply chain. Le Covid a montré la dépendance de certaines industries à des matériaux de base, à des puces électroniques, à des métaux rares, qui font qu'aujourd'hui, on peut constater des situations de manque et des impacts directs sur les fabrications générales. Dans votre rôle d'administrateur, de réduire l'exposition directe aux sous-traitants ou à des sociétés qui ont un monopole, est-ce que vous avez été amené à proposer des investissements ou des achats de sociétés afin de réduire le risque et, on va dire, mitiguer en français, je ne sais pas comment on dit, pondérer le risque par rapport à l'enjeu qui est de produire à tout va. Ce que vous êtes en train de décrire, c'est toute la politique, toute la stratégie make-buy que fait chaque industriel, finalement chaque entreprise, à chaque niveau de la chaîne de valeur. Oui, à l'évidence, nous faisons
c'est presque notre quotidien. C'est-à-dire que quand on parle de consolidation, on imagine toujours une consolidation où deux acteurs de taille équivalente qui sont concurrents se regroupent. Mais il y a aussi ce que j'appelle le collier de perles, où vous enfilez les perles une par une en fonction des technos qui vous manquent ou des technos pour lesquels vous refusez d'être dépendant, des technos que vous voulez internaliser. C'est ce que nous faisons dans beaucoup de cas dans nos participations. Encore récemment, Mecatrom a annoncé une première acquisition, il y en a d'autres qui viennent. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des technos au niveau où nous sommes, c'est moins des composants ou des matières premières. Hein. On est plutôt sur des technologies de transformation ou de transformation intermédiaire, mais on pourrait imaginer très bien, si on allait du côté de l'électronique, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans le front S, hein, jusque-là, on a beaucoup parlé d'usinage et de mécanique, parce que c'est là où l'aventure a un peu commencé, mais on va aller du côté de l'électronique. Une question qui se pose, par exemple, c'est qu'est-ce qui est stratégique pour les donneurs d'ordre, qu'est-ce qui est stratégique pour les fournisseurs, sur non pas les composants, mais par exemple les circuits imprimés, tout ce qui est PCB, tout ce qui… Bon, où est-ce qu'il y a des investissements à faire et où est-ce qu'il faut garder une capacité locale et qu'est-ce qu'on peut finalement laisser partir en Asie. Aujourd'hui, 97% des PCB dans le monde sont fabriqués en Asie. Donc, à l'évidence, il y a toujours cette dimension qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on achète et qu'est-ce qu'on fait sur place et qu'est-ce qu'on achète loin. Alors, je profite de la question pour évoquer une dimension qui n'apparaît pas dans mon discours, mais qui est sous-jacente, c'est pour ça que je la mets en valeur. C'est une industrie, comme je l'ai dit au tout début en parlant d'Airbus, une entreprise française avec une empreinte mondiale, mais c'est aussi une industrie qui est localisée, mais qui est finalement extrêmement diversifiée géographiquement. On ne peut pas imaginer une seconde de se contenter d'investir en France ou d'investir quand on parle de supply chain. La supply chain, elle est partout dans le monde. Donc, les limites du fonds, c'est que pour le support, ça a été une longue négociation et j'ai cédé en disant « Ok, on ne fera pas de support, c'est-à-dire de sauvetage, en fait, d'entreprises en dehors de l'Hexagone. » Parce qu'il y a de l'argent public, parce que certains des industriels ne voulaient pas entendre parler d'autre chose que l'Hexagone. Mais quand on parle de sauvetage, investir dans une boîte en France, mettre de l'argent chez Ariès, ça n'empêche pas Ariès d'investir en dehors de France. C'est ça l'approche. Hein. Et puis, pour ce qui est de la consolidation, le terrain de jeu, c'est toute l'Europe. Toute l'Europe géographique, hein, pas l'Union européenne, toute l'Europe géographique, c'est-à-dire que le Royaume-Uni est en Europe, hein, n'en déplaise à Boris Johnson. Pourquoi ça? Parce qu'on ne peut pas imaginer juste de rester complètement confiné sur l'Hexagone. Et donc, cette approche make-buy que j'évoque, il faut qu'elle prenne en compte aussi cette dimension-là. Finalement, de quel espace géographique acceptons-nous de dépendre? Et il y a 3 cercles. Il y a les équipements et les composants pour lesquels on ne peut dépendre que de ce qui est proche de nous. Hein, il y a des choses je peux citer en exemple tout ce qui est speed shop pour modéliser, fabriquer rapidement quelque chose, il faut qu'il soit proche de son client. Le speed shop, ça ne peut pas être à l'autre bout de la planète. Il y a le deuxième cercle de dépendance qui est le cercle européen. Et puis il y a le troisième cercle de dépendance qui est le cercle mondial. Et on peut intervenir dans les règles d'investissement sur chacun de ces 3 cercles. La seule condition, c'est que si c'est du support, ça doit passer par la France. Si c'est de la consolidation, ça doit passer par l'Europe. Voilà
voilà comment je complète le panorama sur le make-buy et sur votre question. Alors, Emmanuel Dury, tu avais une question sur l'internationalisation des boards, justement, dans le même. Oui. Oui, tout à fait. Merci Jean. Oui, effectivement, comme on est dans le groupe administrateur et gouvernance, à la fois question sur votre vision sur l'internationalisation des boards, puisque, comme vous l'avez dit, les startups peuvent s'inspirer des grands groupes et il n'y a pas de raison que dans des startups ou des ETI ou des PME, il n'y ait pas des différentes nationalités pour enrichir le board ou les comités. Mais en même temps, et aussi votre vision sur les supply chains, celle d'Airbus, mais pas que, qui est un petit peu régionale, c'est-à-dire il y a les Français qui travaillent en France, les Allemands en Allemagne, les Italiens un petit peu en Italie, avec des cercles qui sont un petit peu parfois disjoints, et peut-être au détriment de la construction de véritables champions européens plus résilients. Qu'en pensez-vous ? C'est bien ce que j'essayais d'évoquer, mais je peux rentrer dans un peu plus de détails. Si vous voulez, la consolidation, elle va se faire d'abord localement, parce qu'on n'est pas consolidé. C'est un peu l'histoire d'Airbus. Hein. C'est un peu l'histoire du groupe, de ce qui est le groupe Airbus aujourd'hui. Le groupe Airbus aujourd'hui, il s'est construit d'abord. Les Allemands se sont regroupés entre eux, les Britanniques se sont regroupés entre eux, les Français se sont regroupés entre eux, les Espagnols, ce n'était pas nécessaire, il n'y en avait qu'un. Et puis ensuite, il y a eu de la consolidation européenne. Et aujourd'hui, on peut envisager des développements de colliers de perles mondiaux. C'est-à-dire qu'on peut acheter des filiales ou des activités partout dans le monde. Ça, c'est pour le donneur d'ordre. Dans la supply chain, ça va se passer de la même manière. Mais avant d'aller jeter des ponts internationaux, il faut regarder ce qu'on peut faire localement. Ça ne veut pas dire que c'est une séquence immuable, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses. Il faut être extrêmement pragmatique. Vous savez, la consolidation ou le M&A ou même la stratégie, il faut avoir une vision et puis ensuite, il faut saisir les opportunités. Un grand stratège allemand qui nous a mis la pâtée en 1870, qui est Moltke, disait « Je ne connais pas de plan qui résiste au premier choc ». Donc, oui, il faut planifier, mais il faut aussi essayer de saisir les opportunités. Maintenant, sur l'internationalisation des boards, moi, je suis contre l'internationalisation pour l'internationalisation. Moi, je reviens à mon principe de base qui est la meilleure personne pour le poste. Si la meilleure personne pour le poste, elle est, si vous prenez Figeac Aéro et vous dites pour le conseil d'administration de Figeac Aéro, il faut prendre que des gens de Figeac, il faut prendre que des gens de Figeac parce que c'est les meilleurs pour le poste. Si vous dites pour le conseil d'administration d'Airbus, ça serait bien d'avoir un Asiatique, vous allez chercher un Asiatique parce qu'il apporte quelque chose. Hein? Le côté quota, je coche et je dis ça y est, j'ai internationalisé, j'y suis totalement opposé. L'expérience m'a montré qu'on fait que des bêtises quand on fait ça. Hein? Dans la pratique, dès que vous avez envie de vous développer à l'international, vous avez besoin d'une sensibilité internationale. Donc, à ce moment-là, le meilleur pour le poste devient un nom local, quelqu'un qui vient, qui connaît la culture, qui connaît, etc. Donc, quand je dis je suis contre l'internationalisation pour l'internationalisation, je suis à l'évidence pour l'internationalisation quand elle correspond à un objectif business qui est fondamental. Notre ami Jean-Paul Lopez a une question. Tu la poses, s'il te plaît, Jean-Paul? Oui, Jean, merci. Monsieur Lahaude, bonjour. Bonjour. Nous parlons de gouvernance et donc je m'intéressais aux relations que vous avez en tant que fonds d'investissement avec les dirigeants des entreprises dans lesquelles vous accompagnez. Quelles sont vos relations et étant investisseur, vous êtes au conseil d'administration, mais faites-vous des accompagnements un peu plus poussés auprès de ces entreprises? Alors,
À l'évidence, il ne faut jamais mélanger les genres. C'est-à-dire que quand vous êtes investisseur, vous êtes investisseur. Quand vous êtes administrateur, vous êtes administrateur. Vous n'êtes pas dirigeant. L'idée, c'est de ne pas se substituer aux dirigeants. En revanche, on constate que quand vous parlez de PME ou même de TI, il y a des compétences de base parfois, soit qui manquent, soit qui ne sont pas nécessaires dans la durée et l'entreprise est trop petite pour investir. Donc, il faut qu'en tant qu'administrateur et en tant qu'investisseur, en tant qu'actionnaire, je puisse offrir un certain nombre de services à mes participations. C'est pour ça qu'à côté de l'équipe d'investissement du fonds, l'équipe d'investissement, au total chez ACE, on est 28 salariés aujourd'hui, mais on a un groupe assez riche je vais appeler ça les vieux Shibani, hein, désolé Eric, hein, tu en fais partie. Donc un groupe d'anciens, un groupe d'experts, de gens qui ont démontré leur capacité en matière de management, de gestion technique, de gestion financière, et ces conseils, ces operating advisors ou operating partners, comme on les appelle, sont là pour servir de sparring partner au management. C'est eux qui vont dans les conseils d'administration, mais même au-delà des conseils d'administration, ils peuvent opérer spécifiquement sur une mission. Alors, on a des experts de production, comme Eric Zanin, enfin, des experts du secteur, parce qu'au-delà de la production, experts de programme, bon, mais on a aussi un expert RH qui est capable de faire des évaluations, qui est capable de soutenir dans des recherches. On a un expert du plan à 100 jours, quand il faut faire un plan de transformation, un ancien consultant. Enfin, cet écosystème-là qu'on a construit autour du fonds, c'est ce qui nous permet de nous comporter non comme un investisseur qui met des sous et puis qui va dormir et qui attend que le travail soit fait, mais qui nous permet d'être comme un holding aéronautique, actif, sans être intrusif. Si on n'a pas confiance dans un dirigeant pour faire le job qu'il a, soit on n'investit pas chez lui parce qu'on n'a pas confiance, soit si on est majoritaire, on le change. C'est très simple. Bon. Et donc, la base, c'est de faire confiance, par contre, de donner, de fournir, de mettre à disposition un certain nombre de services et de compétences qui font que ce que j'appelle dans certains cercles, notre argent doit être intelligent. Hein? C'est de l'investissement intelligent dans des entreprises qui en valent la peine. Voilà comment je résumerai en une phrase. Merci pour cette réponse. Juste un petit compliment, ces services sont rémunérés ou, entre guillemets, ils sont pro bono, gracieux? Ils sont a priori pro bono, sauf cas de situation particulière où je n'interdis pas à un de mes operating advisors ou operating partners de contracter directement avec la société si les deux parties le jugent utile. Mais a priori, c'est pro bono. Évidemment, les participations dans les conseils sont des situations de participation dans les conseils. Donc, il y a les jetons de présence correspondants. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Allez-y. Oui, moi j'ai une question. Je sais pas si... Vas-y, je t'en prie. Oui, notamment par rapport aux participations dans les conseils. Je découvre ce soir l'Institut français des administrateurs, etc. Et j'ai vu qu'il y avait par exemple des annonces, des sociétés qui mettent des annonces pour trouver des administrateurs. Est-ce que vous passez par des billets comme ceux-là ou bien est-ce que vous passez par votre réseau des vieux Shibani, comme vous dites? Les deux, mon général. 20 ans de fréquentation des Allemands m'a démontré définitivement qu'on ne peut pas mettre un process sur tout ce qu'on fait dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a toujours un process auquel on se rattache
Et puis, il y a les relations, les opportunités, les choses. Bon. En revanche, là où on est extrêmement process, c'est dans l'évaluation. C'est-à-dire qu'il ne m'est pas arrivé de dire, tiens, je prends un tel, je vais le nommer administrateur. L'idée est proposée, et une fois que l'idée est proposée, on soumet l'intéressé à un certain nombre d'exercices imposés, d'interviews, pour être sûr. Parce que finalement, quelle que soit l'activité industrielle ou même l'activité tout court que l'on mène, 99% des erreurs que l'on commet, c'est des erreurs sur les ressources humaines et sur le choix des hommes. Ça ne veut pas dire que quand on fait une erreur sur quelqu'un, que la personne est de mauvaise qualité. Non, c'est juste que ce n'est pas la bonne personne à la bonne place. Et en fait, c'est pareil pour les administrateurs, c'est ça? Ils sont… C'est une fonction. Administrateur, c'est choisir un administrateur, c'est comme choisir un DRH, c'est comme choisir un directeur de la production, c'est comme choisir un directeur de programme, sauf que le niveau d'exigence et puis le skill set, comme on dit en mauvais français, n'est pas le même. Mais il faut avoir un process aussi rigoureux pour l'un que pour l'autre. Alors, je suis allé dans la même direction, si vous le permettez. Est-ce que vous avez quelque part des must-do et des à ne pas faire pour des administrateurs? C'est-à-dire que dans le profil d'administrateur qui vous accompagne, est-ce qu'il y a des points qui sont rédhibitoires et d'autres, ou est-ce que vous laissez complètement à l'appréciation des administrateurs? Quand on parle d'administrateur, on parle de personnes assez seniors, en fait. Ouais. Donc, on va pas les encadrer ou les régimenter comme on régimenterait des gens plus juniors. Bon, à l'évidence, toute une formation à l'IFA serait beaucoup plus est souhaitable, mais pas obligatoire. Hein. Et puis, on a notre propre système d'onboarding, encore une fois, excusez le franglais, de nos administrateurs, où on leur dit, voilà le package, voilà ce qu'on attend comme information, on a des échanges, on travaille. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas nos administrateurs dans les entreprises, on a aussi nos devoirs fiduciaires d'investisseurs, et c'est avec les administrateurs que nous travaillons. Merci. Alors, j'avais dit à Stéphane que j'avais une question, mais comme j'ai promis de la garder pour la fin, je voudrais simplement laisser… Ça veut dire que tous les administrateurs dans vos sociétés ne sont pas nécessairement des associés de ACE? J'essaye d'éviter. En général, dans une participation, il y a un associé d'ACE et un extérieur, ou un operating advisor, ou un operating partner. Vous savez, je vous ai parlé des 28 salariés d'ACE, la moyenne d'âge chez ACE, c'est 32 ans, 33 ans. Alors, la valeur n'attend point le nombre des années, ça on le sait, hein, mais je crois que l'efficacité maximum, elle est atteinte quand vous faites le bon mélange entre fougue de la jeunesse et expérience des gens plus âgés. On est d'accord. Merci.